Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire de l'Université Négawatt. Merci pour votre participation. Afin de respecter le timing, on va commencer dès à présent. Je suis François Rivellery, adhérent de l'association Négawatt et par ailleurs chargé de mission stratégie territoriale au sein de l'Institut Négawatt. Donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de l'Université Négawatt qui, pour des raisons sanitaires exceptionnelles, se déroule cette année uniquement en ligne. Cela s'inscrit dans un cadre de 6 webinaires qui sont organisés cette semaine, du lundi au samedi, et il est toujours possible de s'inscrire pour les webinaires à venir. Habituellement, les universités sont réservées aux adhérents et donateurs de l'association. Cette université est cette année ouverte à toutes et à tous, afin que les webinaires puissent bénéficier à un maximum de personnes. Si vous souhaitez néanmoins soutenir l'association dans le développement de ses travaux, n'hésitez pas à devenir adhérent. Donc, je rappelle le thème de ce webinaire, Région et transition écologique, regard croisé sur les enjeux et perspectives. Donc, pour nous accompagner durant cette heure de webinaire, nous aurons deux intervenants, Zoé Lavocat, qui est responsable climat et territoire au réseau Action Climat France. Elle coordonne le réseau de 22 ONG nationales et 10 associations locales sur les questions de transition climatique et sociale locale. Donc, rapidement, le réseau Action Climat, donc le RAC, est une fédération d'associations nationales et locales de lutte contre les causes du changement climatique de l'échelle internationale à l'échelle locale. Son rôle principal est de coordonner les activités de plaidoyer auprès des différentes institutions politiques. Le deuxième intervenant de ce jour sera Adrien Jacob, qui est expert des questions de modélisation et de prospective à l'Institut Négawatt. Il a travaillé sur une étude des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui a été portée par l'association Négawatt. Donc, puisque j'ai parlé 2 fois de l'Institut Négawatt, je vais rapidement le présenter. L'Institut Négawatt est le bras opérationnel de l'association Négawatt. Il est filial à 100% de l'association. L'Institut Négawatt est un incubateur de projets pour la transition énergétique qui innove et expérimente des dispositifs à fort impact sociaux et environnementaux. Quelques informations techniques concernant le déroulé de ce webinaire. Durant ce webinaire, nous vous invitons à nous envoyer vos questions dans la barre dédiée à cet effet sur l'outil, donc la barre Q&R. Je me chargerai de sélectionner quelques questions ou regroupements de questions que j'adresserai aux intervenants lors de temps d'échange dédiés, donc à l'oral. Toutes les questions ne pourront être traitées au regard du nombre de participants, mais nous essaierons au maximum d'y répondre. Les questions ne seront pas publiées, ceci afin d'éviter l'instauration en parallèle d'une conférence de questions-réponses entre participants. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ce webinaire est enregistré, les supports des intervenants ainsi que les enregistrements seront mis en ligne d'ici la fin du mois de septembre. Je vais vous présenter maintenant le déroulé de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, une présentation des compétences climat-énergie des régions, suivie d'un temps d'échange, donc de questions-réponses. Dans un deuxième temps, une présentation des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, autrement nommé SRADET, suivi à son tour d'un temps d'échange. Et enfin, une présentation de l'Observatoire climat-énergie des politiques régionales, si possible suivi d'un temps d'échange en fonction du temps qu'il restera et un temps de clôture. Je donne maintenant la parole à Zoé Lavocat pour la première partie. Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à cet atelier. Merci beaucoup à l'association et à l'Institut Négawatt pour organiser l'atelier. Donc aujourd'hui, on va parler des régions et de transition écologique, de transition climatique et de politique énergétique. Replaçons un petit peu cet atelier dans son contexte aujourd'hui. On est déjà dans un moment où on est dans une crise sanitaire, vous n'êtes pas le sans le savoir. Et il se trouve que l'État et les régions ont des compétences fortes pour faire cette relance. On a entendu parler du plan de relance de l'État, mais chacune des régions est actuellement en train ou a terminé de faire aussi un plan de relance régional. Donc c'est déjà un moment un peu particulier puisque les régions sont là pour répondre de manière urgente à la crise, pour proposer des grands axes pour la relance. On parle des régions aussi en ce moment, notamment avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est 150 citoyens tirés au sort qui, du coup, ont fait des propositions de mesures concrètes.
Et il se trouve qu'en fait, une partie des mesures portées par la Convention citoyenne pour le climat dépendent en partie des régions. On reviendra plus tard sur leurs compétences clés. On parle des régions aujourd'hui aussi, et on va d'autant plus en parler dans les mois à venir, parce qu'il va y avoir les élections régionales en mars 2021, avec les élections départementales a priori, sauf crise sanitaire comme cette année qui du coup, peut peut-être décaler les élections, mais c'est un moment fort politiquement. C'est un moment d'autant plus fort qu'on est l'année avant les élections présidentielles, et donc il y aura vraiment un enjeu politique. Et enfin, on est du coup dans un moment fort pour les régions parce que, on en parlera plus tard, il y a ces fameuses RADET qui sont donc en train d'être finalisées et qui sont du coup bientôt rendues publiques. Donc, tout de suite, pour commencer, je vais présenter les compétences climat-énergie des régions. Alors, pour replacer un petit peu la compétence des régions, slide suivante, s'il te plaît, Adrien. Il faut comprendre en fait que les régions s'inscrivent dans un cadre politique international et national un peu spécifique. L'international, on a l'accord de Paris qui nous donne un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en disant on limite le réchauffement climatique à 2 degrés. Ensuite, on a l'échelon européen qui essaye de traduire cette ambition-là en objectifs un peu plus concrets. Donc là, actuellement, d'après les dernières annonces hier européennes, on est sur un objectif de moins 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. On a donc ce cadre international, ce cadre européen. On a ensuite les déclinaisons nationales, du coup par la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, la PPE, la politique pluriannuelle d'énergie. Donc ça, ce sont des documents cadres qui fixent des objectifs pour la France en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes de production d'énergie renouvelable et en termes de développement voilà, de toutes les politiques énergétiques. Sauf que, et c'est là que c'est important, sauf que la SNBC, actuellement, donc la stratégie nationale bas carbone proposée par la France, n'est pas compatible avec un objectif 1,5 degré. L'objectif que s'est fixé la France n'est pas suffisant. Et non seulement il n'est pas suffisant, mais en plus, la France est déjà en dehors des clous de ce qu'elle s'est fixé. Donc les objectifs ne sont pas suffisants, on est en dehors des clous. Et là, on a un enjeu fort qui est du coup la politique régionale, qui est comment est-ce que les régions peuvent mettre en place la transition. Slide suivante. Comme je disais, on a donc un enjeu de rehausser l'ambition et il se trouve que les régions ont un rôle clé dans la mise en œuvre de la transition, notamment parce qu'elles ont un rôle de planification à travers plein de schémas régionaux, dont le fameux SRADET dont on parlera plus loin, qui donne des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergie, mais aussi avec d'autres documents de planification. Donc, je vous ai cité ici, donc sur les questions d'économie, d'innovation, mais aussi sur la recherche. Ces documents-là sont des documents cadres, c'est-à-dire que les politiques en dessous, donc les politiques publiques portées par les communes, portées par les départements, doivent prendre en compte ces objectifs-là. Slide suivante. La région a donc un rôle de planification, mais la région a aussi un rôle en tant que tel parce qu'elle maîtrise, elle a des compétences directes sur un certain nombre de choses, et notamment une des compétences phares des régions, ce sont les lycées. Alors on pourrait se dire comme ça que les lycées, c'est pas incroyable, mais en fait si, parce qu'en France, on a plus de 4000 lycées. C'est à la fois la gestion des bâtiments dont il est question, mais aussi de la restauration collective et des transports. Et notamment, la question de la restauration collective, c'est un vrai levier aujourd'hui. Pourquoi? Si on veut une alimentation plus bio, plus locale et moins carnée, ça va commencer premièrement par l'éducation de nos enfants, donc faire une restauration collective qui remplit des critères climatiques, mais ça permet aussi de donner aux agriculteurs et agricultrices un débouché. Par exemple, concrètement, la région peut dire demain, le lycée se fournira exclusivement en produits locaux, ce qui permettra à des agriculteurs d'avoir une filière pour écouler leurs produits et du coup ainsi structurer au niveau local une filière plus résiliente. Donc, elle gère les lycées, la région. Elle gère aussi un certain nombre de bâtiments administratifs, notamment les hôtels de région, mais aussi certaines terres et certains patrimoines comme certaines forêts, certains lieux de culte, certains bâtiments historiques. Et en fait, tout ça, les régions, elles peuvent avoir un devoir d'exemplarité. On peut dire, eh ben, écoutez, on vous demande que sur tous vos bâtiments, sur tout le patrimoine que vous gérez, on veut que vous ayez des panneaux solaires. On veut qu'il y ait
une flotte de véhicules pour les personnes qui travaillent, une flotte de véhicules propres. Donc ça, c'est vraiment la compétence d'exemplarité. Slide suivante. La région, donc on a dit planification, exemplarité, elle est aussi une autorité financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de fonds européens, donc là j'ai cité le FEDER, donc qui est le Fonds européen pour le développement des régions, et le FEADER, qui est du coup un fonds qui dépend de la politique agricole commune. Donc ces deux fonds qui sont des fonds européens, en fait, transitent directement par la région sans passer par l'État. Donc là, on a vraiment un rôle clé dans, en fait, où est-ce qu'on va cibler l'argent, où est-ce qu'on va le dépenser. Et on a aussi une partie des fonds qui viennent de l'État qui transitent par les régions, notamment par exemple le plan de relance actuellement, on a plus de 600 millions d'euros pour les régions et encore, ça va continuer d'arriver. Donc il y a vraiment un rôle où là on peut demander à la région de conditionner un certain nombre d'aides, de conditionner l'utilisation de ces financements à la transition climatique énergétique. Slide suivante. Les régions, soutien à la rénovation de l'énergie, ça c'est un volet qui est particulièrement important. Les deux prochains volets sont particulièrement clés. À la rénovation, pourquoi et comment? Déjà, elle coordonne ce qu'on appelle les plateformes territoriales de la rénovation énergétique, les PTRE. Ça, c'est vraiment un rôle d'animation territoriale, c'est un rôle d'animer donc ces structures-là pour faire en sorte que l'information circule bien, pour faire en sorte que les particuliers aient un service de qualité. Là, c'est vraiment une compétence clé des régions, puisqu'aujourd'hui, le bâtiment, c'est le troisième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. On ne le dira jamais assez, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On a donc un enjeu fort de rénovation des bâtiments. Et en tant que particulier, si aujourd'hui je veux rénover mon bâtiment, je pourrais m'adresser à ces plateformes territoriales de la rénovation énergétique, qui du coup, en tant qu'entreprise ou particulier, me donnent des informations sur comment, pourquoi rénover mon bâtiment. Et donc la région a un rôle clé via cette animation-là. Elle a un rôle clé aussi via beaucoup d'acronymes dans cette formation et on s'en excuse, les services d'accompagnement pour la rénovation énergétique, qui est donc un programme qui a été lancé récemment par le gouvernement et qui n'est pas obligatoire jusqu'à présent. Donc là, ce qu'on peut demander concrètement aux régions pour renforcer ce volet rénovation, c'est vraiment de mettre en place un service fin d'accompagnement des particuliers, un service qui cible en priorité les ménages les plus précaires, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est la double peine d'être dans un appartement ou une maison qui n'est pas rénovée, puisqu'on a à la fois froid et on paye à la fois une facture trop importante. Donc vraiment, voilà, à travers ces plateformes territoriales, à travers le programme SAR, les régions ont un rôle clé et essentiel sur la rénovation. Et sur la question du coup de la rénovation et de l'énergie, je voulais parler aussi assez rapidement des énergies renouvelables. Depuis 2015, toutes les collectivités territoriales de n'importe quelle échelle, départements, communes, régions, peuvent soutenir et développer les énergies renouvelables sur leur territoire. Les régions en partie, donc. Et là, je voudrais attirer aussi un petit peu votre attention sur l'importance pour les régions de développer les énergies renouvelables, mais aussi de développer des énergies renouvelables citoyennes et du coup aussi des petits projets locaux où il va y avoir vraiment une appropriation, un soutien, une coopérative citoyenne derrière les projets d'énergie renouvelable. On parlait tout à l'heure de l'exemplarité des régions. Effectivement, comme je disais, on peut aussi demander à la région de mettre des panneaux photovoltaïques sur tout le toit du lycée. On peut lui demander d'utiliser les terres sur lesquelles elle a la compétence pour mettre de l'éolien. Donc voilà, il y a aussi, rappelez-vous, tout ce devoir, toute cette possibilité d'exemplarité. Et enfin, dernière slide sur ce volet compétences, la question des transports et pas des moindres. Le secteur des transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre. Donc vraiment, d'un point de vue transition, c'est un moment, c'est une compétence charnière. Donc la région a des compétences sur transport via les fameuses RADET. Je ne reviens pas dessus puisque Adrien développera dans la seconde partie. Donc elle fixe des objectifs. Il faut savoir que c'est vraiment le premier poste de dépense des régions. Donc c'est pour vous dire l'importance que représente cette compétence. Pourquoi elle est donc aussi importante? Notamment parce qu'elle est l'autorité ferroviaire régionale. Donc notamment, elle va gérer les lignes de train, le réseau, le maintien des lignes de TER, une partie des gares. Donc c'est vraiment sur cette question-là du ferroviaire un rôle vraiment clé.
Elle est compétente du coup, pour le ferroviaire, mais elle est surtout compétente pour les questions d'intermodalité. L'intermodalité, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de se rendre d'un point A à un point B par différents moyens de transport et que ce soit pas trop compliqué. Qu'on puisse par exemple utiliser un moment un bus, puis un TER, puis une navette fluviale, et que par exemple il y a possibilité d'avoir un unique ticket pour faire tous ces transports-là, qu'il y ait une cohérence dans les horaires, qu'il y ait un accès à la formation, qu'il y ait des tarifs préférentiels peut-être pour les personnes en situation de précarité. Ça, c'est la compétence de la région. Comme dit tout à l'heure, la région gère aussi en partie les transports scolaires et il faut savoir aussi qu'elle a un impact sur les aéroports locaux via notamment une partie de subventions qu'elle donne aux aéroports locaux. Donc, j'ai terminé sur cette partie un peu générale de présentation. Je propose qu'on passe du coup aux questions-réponses. François, je te passe la parole. Merci Zoé. Donc, tout d'abord, vous êtes actuellement 214 participants et une seule question. Donc, je vais directement te la retranscrire, Zoé. Comment les collectivités, dont les régions, peuvent-elles privilégier les producteurs locaux dans leur marché public en respectant la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, c'est-à-dire le code des marchés publics? Merci pour cette question. Alors, comment favoriser les producteurs locaux? Effectivement, on parlait donc de cette importance de la commande publique. On peut faire du coup des cahiers de commandes qui sont plus ou moins détaillés. Ça, c'est vraiment la compétence de la région, enfin du coup de la collectivité en question. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir dans la rédaction de ces cahiers des charges différents acteurs et différents types de gouvernance. Je m'explique. Effectivement, pour avoir un cahier de commande publique qui du coup répond aux attentes des différents producteurs, il faut qu'il y ait une gouvernance partagée et que du coup ces documents soient rédigés en concertation avec les différents acteurs. Là, pour la concertation, plusieurs possibilités. Soit vous avez du coup des contacts avec les différents conseillers des régions et du coup à vous de faire un petit travail de plaidoyer. Il y a des mécanismes de concertation obligatoires aussi sur certains documents. Donc là, à vous aussi de pouvoir vous saisir pour influencer directement ce document-là. Vous pouvez aussi, pas forcément passer par la région parce que c'est peut-être une échelle qui n'est pas évidente à aller toucher, mais souvent les intercommunalités, enfin, les EPCI et les communes sont plus accessibles sur des questions de gouvernance partagée. Donc une réponse un peu en deux teintes avec cette question de la gouvernance, la possibilité en tant qu'acteur local de pouvoir influencer sur les politiques publiques et de dire qu'effectivement, sur cette question-là, je ne sais pas s'il y a une concertation obligatoire, mais sur beaucoup de documents, il y a des concertations obligatoires. Merci Zoé. Puisque tu parlais d'intercommunalité, une autre question qui nous vient sur l'évolution des AOM suite à la loi LOM. Les communautés de communes sont incitées à prendre la compétence d'autorité organisatrice des mobilités. Quel levier ça peut donner par rapport au sujet qui nous anime? Alors là, on part vraiment sur les EPCI, mais effectivement, donc, les intercommunalités qui regroupent plusieurs communes, j'essaie de faire aussi comme je sais que c'est ouvert au grand public, j'essaie de garder un côté accessible. Donc, les intercommunalités regroupent plusieurs communes et aujourd'hui sont autorités organisatrices de la mobilité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le territoire de l'EPCI, notre intercommunalité a la compétence pour gérer la question des transports en commun. Donc, c'est en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, c'est cette instance qui, par des votes, un conseil, etc., va fixer du coup les projets de développement, je ne sais pas moi, de métro, de bus, de tram, de développement aussi, par exemple, d'un service à vélo de location pour durée. Donc, ça va être vraiment sur des compétences comme ça. Là où la région est vraiment sur l'intermodalité beaucoup plus large à l'échelle du territoire, à l'échelle régionale. Donc, dans cette question de l'autorité organisatrice de la mobilité, il y a vraiment ces deux échelons qui s'imbriquent. Il faut savoir qu'il y a un cas particulier, je ne sais pas s'il y a des Parisiens dans la classe, dans l'atelier, pardon, mais en tout cas,
il y a un cas particulier qui est le cas du coup de l'Île-de-France, où du coup, il y a vraiment Île-de-France Mobilité, qui est une instance gérée à la fois par la région, mais aussi par les communes de l'Île-de-France, qui du coup prennent des grandes orientations en termes de développement du RER, etc. Donc, il y a aussi un petit cas particulier. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie. Du coup, Adrien, à toi. Merci, donc bonjour à tous. Bon, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on est un petit peu en avance, donc ça va me permettre peut-être de ne pas faire d'excès de vitesse sur ma présentation, parce que je savais d'avance que ça serait difficile de tout y caser, et peut-être aussi qu'on pourra prendre un peu plus de temps d'échange à la fin, à la fois pour aborder ma partie, mais aussi revenir peut-être sur des questions qui sont arrivées juste là maintenant pour la première partie. Alors, juste, bon, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est quand même bien de le repréciser. Qu'est-ce que cet acronyme barbare de SRADET? Donc, il s'agit de Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Alors, ça fait beaucoup de lettres et ça correspond aussi à un périmètre de ce document de planification régionale qui est assez large, puisque en fait, il reprend la partie climat, air et énergie qui était déjà présente dans son ancêtre, on peut dire le SRCAE, le schéma régional climat, air, énergie, qui avait été créé lors du Grenelle de l'environnement. Donc le SRADET, il va incorporer cet aspect-là et y ajouter un certain nombre d'autres sujets, donc les déchets, la biodiversité et le transport, afin d'avoir une politique régionale la plus cohérente possible entre ces différents secteurs. Juste un petit point de précision sur le fait que ces SRADET, donc, qui sont issus d'une loi de 2015, ne vont pas concerner toutes les régions. On a quelques cas particuliers avec l'Île-de-France, la Corse et l'Outre-mer. Donc moi, dans le reste de la présentation, je m'excuse d'avance si on a des personnes de l'outre-mer. L'étude que je vais présenter, on s'est vraiment focalisé sur la France métropolitaine, donc les 13 régions, y compris Corse. Ensuite, sur le graphique de droite, bon là c'est aussi pareil, c'est une bonne soupe d'acronymes, donc je m'en excuse. J'ai d'ailleurs vu un schéma équivalent dans l'atelier d'hier, encore plus impressionnant, avec encore plus complet et donc encore plus complexe. Globalement, ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est qu'il y a un lien de prise en compte, comme ils disent, entre le SRADET qui définit donc des trajectoires, des perspectives régionales et des documents supra-régionaux et infra-régionaux. Donc tout à l'heure, enfin en tout début de présentation, Zoé nous a parlé de la stratégie nationale bas carbone, donc la SNBC, qui vient d'être revue en début d'année. Donc le SRADET est censé prendre en compte les préconisations et les trajectoires de cette stratégie nationale. Et inversement, on a également des documents de planification à des échelons territoriaux inférieurs, donc typiquement des intercommunalités ou des métropoles, donc qui publient ce qu'on appelle donc des plans climat, air, énergie territoriaux, les PCAET, ou bien des schémas de cohérence territoriale. Enfin, il y a tout un ensemble de documents à ce niveau. Et donc là aussi, ces documents-là sont censés prendre en compte le document de l'échelon territorial supérieur, qui en l'occurrence est le SRADET. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on n'a pas dit grand-chose avec cette histoire de prise en compte, puisque reste un très gros flou et une question très difficile à traiter de comment prendre en compte, comment décliner une trajectoire à une certaine échelle régionale sur un territoire à une échelle régionale inférieure. Donc, c'est pas parce qu'on dit qu'on veut développer je ne sais pas moi, X gigawattheures d'énergie renouvelable au niveau national, que ça nous dit comment va devoir être ventilée cette production sur les différentes régions. Donc, où en sommes-nous concrètement avec l'avancée de ces SRADET? Donc, théoriquement, il devait être fini fin 2019.
Bon, il y a eu un petit peu de retard. Il y a quand même 7 des 13 SRADET qu'on a étudiés qui sont approuvés. Il y en a un qui est en passe de l'être très bientôt, c'est le Bourgogne-Franche-Comté. Il y en a 2 qui sont en phase de consultation, qui sont Occitanie et Bretagne. Et enfin, un qui n'a pas du tout été encore publié. Donc c'est Pays de la Loire qui, de ce que je comprends, a été impacté par l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui du coup a remis en question un peu la planification. Donc juste pour faire une rapide genèse historique de pourquoi l'association Négawatt et l'Institut se sont penchés sur cette question des SRADET. C'est notamment suite à un constat qui remonte en fait au-delà des SRADET dans le temps, puisque dès les fameux SRCAE dont j'ai parlé, donc, qui datent du Grenelle de l'environnement, dès cette époque-là, on a eu un souci avec le fait que les organes nationaux, donc la DGEC, n'ont pas voulu s'immiscer dans les pratiques méthodologiques des régions et donc fournir un cadre méthodologique uniforme pour réaliser ces exercices de planification air-énergie. Et donc logiquement, puisqu'il n'y avait pas de cadre n'était donné, et chaque région a fait un petit peu à sa façon, et ce qui rendait du coup très difficile, voire quasi impossible, de répondre à une question pourtant bête, qui est, en additionnant tous ces documents régionaux, est-ce qu'on est cohérent avec les objectifs nationaux ou pas, est-ce qu'on est au-delà, en dessous, etc. Donc ça, c'est un constat qui remonte donc assez loin. Et voyant que le sujet n'avançait pas beaucoup, l'association s'est donc fendue d'une proposition de cadre harmonisé pour la partie méthodologique de ces planifications énergétiques, qui donc a été financée par 4 régions pilotes, qui sont donc Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Nouvelle-Aquitaine. Et qui donc a donné lieu à la publication de ce rapport qui est disponible sur le site internet de l'association, qui a été réalisé par mon prédécesseur Thomas Letz. Cela étant, on ne voulait quand même pas en rester à ce constat de manque d'uniformisation. On a donc travaillé cette fois-ci sur un second volet, donc c'est ce que je vais présenter après, un second volet de ce projet cofinancé par l'ADEME et l'Institut de la Caisse des dépôts pour la recherche, afin de quand même, malgré tout, malgré ces obstacles méthodologiques, voir si la somme des SRADET est bien conforme aux engagements nationaux. Donc le premier constat, quand j'ai commencé à essayer de récupérer les données des différents SRADET et voir comment tout ça pouvait être combiné, premier constat, c'est que effectivement, ce qu'on avait pu dire à l'époque des SRCAE est toujours très pertinent. C'est-à-dire qu'il y a une très forte hétérogénéité des pratiques. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire dans le détail la liste à l'après-vert, qui d'ailleurs est incomplète. C'est juste pour vous donner une indication du type de difficultés qui ont pu être rencontrées. Mais je voudrais quand même, malgré tout, parler de certaines d'entre elles qui me semblent particulièrement cruciales, notamment le fait que les horizons de temps ne sont pas les mêmes. Donc ça paraît bête, mais en fait, si on veut comparer les régions au national, notamment par rapport à l'un des critères les plus importants, qui est la neutralité carbone en 2050, c'est un peu problématique que certaines régions ne poussent pas toute leur trajectoire à 2050. Alors, heureusement, ce n'est pas la majorité, mais il suffit qu'il y en ait quelques-unes pour que déjà ça pose problème. Et autre aussi problème assez conséquent, c'est qu'au-delà de ces différences d'approche méthodologique, on se rend compte que dans la plupart des régions, il y a certains sujets de la politique énergétique qui sont sciemment ignorés. Je pense notamment au nucléaire, où là c'est vraiment emblématique, mais aussi à d'autres sujets comme les fossiles, que ce soit à côté de la consommation ou de la production d'électricité, par exemple, à partir de fossiles.
on a souvent un gros flou, voire carrément pas de discours, pas de chiffres dans le document. Donc, fort de tout ça, on a quand même malgré tout pu essayer de répondre aux questions initiales qui étaient d'établir la cohérence ou non avec les objectifs nationaux, moyennant, comme vous pouvez imaginer, un certain nombre d'hypothèses pour combler les manques. Donc là, fatalement, il y a un certain degré de subjectivité. Donc on a essayé de faire en sorte de prendre des hypothèses plus ou moins plausibles, mais bon, ça reste toujours questionnable, et en tout cas, globalement plutôt conservatrices. Et il est prévu que dans peu de temps, on fasse des analyses de sensibilité sur nos hypothèses pour voir à quel point elles sont déterminantes dans nos résultats. Cela étant, de ce que j'ai pu voir déjà de certains premiers travaux, ça ne devrait pas du tout remettre en question les grandes conclusions que je vais vous livrer dès maintenant. Sur cette slide, on s'intéresse à comparer donc la somme des exercices régionaux avec les objectifs nationaux à court moyen terme. Donc concrètement, on se réfère à la toute dernière programmation pluriannuelle de l'énergie, donc la PPE. Donc je m'excuse si on utilise autant d'acronymes, mais c'est vrai que c'est dur à éviter. Donc ce document qui fixe donc des objectifs pour la France métropolitaine à 2023 et 2028 vient d'être révisé également quasiment en même temps que la stratégie nationale bas carbone. Et donc sur cette échéance, sur cet horizon de temps qui va jusqu'à 2028, on constate, un petit peu surprenant d'ailleurs, que la somme des régions est finalement plutôt bien alignée, voire même dépasse les objectifs nationaux, que ce soit sur les aspects réduction de la consommation ou production d'énergie renouvelable. À quelques petites exceptions près, la consommation primaire de charbon, mais qui n'est pas non plus si déterminante dans notre mix énergétique, et également la biomasse et ce qu'on appelle chaleur environnement, donc les pompes à chaleur et la géothermie, qui sont a priori bien inférieures, mais là-dessus c'est difficile d'en tirer des conclusions parce que c'est des énergies qui sont très difficiles à comptabiliser, et d'une région à l'autre, pour le coup, on a des très fortes différences de méthodes de calcul. Donc ça, c'était pour le court moyen terme. Les choses se gâtent pour la suite, c'est-à-dire donc aux horizons 2030 et au-delà 2050. Donc là, pour ces deux échéances, on se repose plus sur les objectifs nationaux issus de la stratégie nationale bas carbone, qui elle-même, en fait, décline des grandes orientations définies dans des lois énergie-climat successives, dont la dernière en date est la loi énergie-climat de 2019. Et donc globalement, pour 2030, on peut dire qu'il y a trois grands indicateurs principaux à surveiller. C'est le taux d'énergie renouvelable dans la consommation finale et le taux de réduction de la consommation finale par rapport à 2012. Donc sur ces deux critères-là, on voit que les régions sont plutôt bien cohérentes. Alors c'est le graphe qui est en haut à droite avec les lignes en bleu, et en gris, c'est les objectifs nationaux. Donc on voit que les régions sont cohérentes, voire même dépassent un petit peu. Mais déjà, on a un bémol sur le troisième critère important, qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors là, je précise, c'est vraiment spécifiquement les gaz à effet de serre issus de combustion d'énergie. Donc ça ne comprend pas tous les gaz à effet de serre. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, on voit déjà que les régions, à l'inverse, sont quand même un peu en deçà de l'objectif national. Ce qui, d'ailleurs, pose un peu question sur est-ce que, finalement, les objectifs, par ailleurs, de réduction de consommation et de développement des renouvelables sont suffisants pour être cohérents avec la partie émissions. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, à l'horizon 2030, on peut dire qu'on n'est pas trop mal, que les régions ne sont pas trop mal. Par contre, à l'horizon 2050, c'est là où il y a un fort décrochage. Là, pour le coup, on n'a pas d'objectif national dans la loi, en tout cas sur le taux d'énergie renouvelable dans la consommation finale.
Par contre, on a deux chiffres auxquels on peut se référer de réduction de la consommation finale, donc moins 50% par rapport à 2012. Et pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre, la stratégie nationale bas carbone vise une neutralité carbone au sens large, c'est-à-dire en comprenant des émissions de gaz à effet de serre non énergétiques, pour le coup, donc issues de l'agriculture, de gaz industriel, etc. Et aussi en prenant en compte ce qu'on appelle les puits de carbone, donc les forêts, etc., tout ce qui absorbe du carbone. Cela étant, il est possible, quand on se plonge un peu dans le rapport de la stratégie nationale bas carbone, de décliner cet objectif de neutralité carbone en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre strictement liées au secteur énergétique, qui est ce qu'on a évalué ici. Et en gros, ça correspond à quasiment éradiquer totalement, enfin en gros c'est moins 97% d'émissions de GES énergie par rapport à 90. Donc ça, c'est ce qu'on serait censé atteindre si on voulait être sur une trajectoire conforme à la stratégie nationale bas carbone, nouvelle version. Et là, on en est très loin puisqu'on est, en additionnant les différentes régions, on reste à 80%. Donc, une autre façon de faire ce constat de non-atteinte à long terme des ambitions, c'est de tout simplement se comparer aux résultats du scénario Négawatt 2017. Donc là, sur ces graphiques, vous avez en orange la somme, enfin le résultat de la somme des SRADET, et en bleu l'équivalent donc pour le scénario Négawatt. Donc en haut, on voit ce qui est de la production d'énergie primaire renouvelable, donc tout type d'énergie confondu. Et on voit qu'effectivement, les régions sont plutôt similaires, on va dire, au scénario Négawatt jusqu'à 2030. Et ensuite, on a quand même un fort décrochage. Et idem sur la réduction de la consommation finale, qui est le graphique en bas. Avec toutefois un écart un petit peu moins important, on peut dire, si ce n'est qu'il y a une astuce, un artefact de comptabilité qui est que les deux courbes partent pas du même point. Donc ça, c'est toujours les éternels soucis de comptabilité de différentes méthodes de calcul. Si on regarde maintenant ce qu'il en est des émissions de gaz à effet de serre, toujours encore une fois énergétique seulement. Donc c'est le graphique en haut à droite. On constate que on voit tout de suite que c'est pas du tout le même type de scénario et pas le même type d'ambition, puisque encore une fois jusqu'à 2030 ça semble plus ou moins cohérent, enfin similaire on va dire. Mais ensuite le scénario Négawatt est beaucoup plus ambitieux. Il suit d'ailleurs une pente assez abrupte à cette échéance de 2030 pour atteindre ensuite zéro émission énergie en 2050, alors que les SRADET poursuivent beaucoup plus tranquillement sur leur lancée et n'atteignent pas du tout cette neutralité carbone. Une autre façon aussi de l'illustrer, c'est avec les deux graphiques que vous avez en bas, qui chacun représente en fait la répartition de la consommation d'énergie finale en fonction de comment elles ont été produites, que ce soit des renouvelables, du nucléaire ou des fossiles. Et donc en bas à gauche, vous avez ce que ça donne pour les SRADET et en bas à droite, ce que ça donne pour le scénario Négawatt. Et on voit que le scénario Négawatt est clairement un scénario de sortie à la fois des fossiles et des fissiles, tandis que les SRADET restent encore très fortement carbonés et avec également aussi une petite partie de nucléaire. Mais ça, je le garde peut-être pour les questions-réponses parce que c'est un point qui peut être soumis à débat. Donc, comment on peut expliquer en fait ce résultat assez mauvais à 2050 ? Comme on l'a vu dans la slide précédente, on a une production d'énergie renouvelable qui est finalement qui n'est pas assez ambitieuse à 2050.
Mais il y a aussi des choses qui transparaissent de façon un peu moins claire. Il y a déjà un flou et ou un manque d'ambition sur la réduction de la production non renouvelable, donc que ce soit fossile et fissile. Donc soit les régions ne disent rien là-dessus, et du coup on a été forcé de prendre des hypothèses conservatrices, soit ils disent des choses mais qui sont en fait pas de nature à être compatibles avec une trajectoire zéro carbone. Et troisième point que je vais approfondir par la suite, on a également un souci d'approche méthodologique qui est que les régions n'ont pas suffisamment étudié la question de l'adéquation offre-demande par vecteur énergétique. Donc ça, je vais y revenir après. Donc, une fois qu'on a fait ce constat de non-atteinte de l'objectif national à 2050, la question qui reste entière, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on s'organise, quel mécanisme pour renégocier collectivement les efforts, entre guillemets, comme ça peut être le cas dans les COP, les conférences internationales au niveau européen ou mondial. Ça, jusqu'à maintenant, à notre connaissance, ça n'existe pas, mais je comprends que voilà, c'est un petit peu évoqué dans la SNBC et c'est un sujet qui je l'espère, progressera. Concernant justement la répartition des efforts de chaque région, jusque-là, on a présenté des résultats qui sont vraiment, vous l'avez compris, des agrégations des exercices régionaux. Donc là, sur ce graphique, en haut à gauche, vous avez les 13 régions étudiées, y compris la moyenne nationale qui est représentée en gris au milieu. Et donc, il faut interpréter ce diagramme de cette façon, c'est que donc, les barres représentent le taux d'énergie renouvelable dans la consommation finale en 2050, si tout se passe bien, si tout se passe comme dans le SRADET. Et la couleur indique que si c'est bleu, c'est une région qui s'est donné un objectif politique de 100% renouvelable ou énergie positive en 2050. Et si c'est orange, c'est une région qui n'a pas particulièrement mis ça en avant. En jaune, ça vous donne le niveau actuel de l'année de référence en 2015. Donc, ce qu'on peut en tirer là, qui est assez clair, c'est que, évidemment, ça, on pouvait s'y attendre, il y a une forte hétérogénéité entre les régions, entre autres parce que les régions ne partent pas toutes du même point. Mais on a aussi un constat qui est déjà plus surprenant de voir qu'il y a pas mal de régions qui s'affichent 100% renouvelables, qui sont finalement pas si proches du 100% tel qu'on l'a recalculé, voire même qui sont carrément en dessous de la moyenne nationale. Et ça, c'est en plus en intégrant le fait que dans les chiffres que je vous présente ici, il y a une partie de la consommation de chaque région d'origine renouvelable qui en réalité est importée. Si on veut être vraiment encore plus drastique, comme le font en fait certaines régions, qui est d'essayer d'atteindre un 100% renouvelable d'origine locale, alors là, les choses se gâtent franchement. Donc c'est le graphique en haut à droite qui est en fait le même, mais où on a rajouté les barres en vert qui correspondent à ce taux d'énergie renouvelable d'origine locale, donc produite sur la région elle-même. Et on voit que là, logiquement, comme c'est une définition plus restrictive, plus contraignante, ça dégrade globalement les résultats, mais ça dégrade assez inégalement. C'est-à-dire qu'il y a des régions pour lesquelles ça ne change pas grand-chose et d'autres pour lesquelles, en fait, on se rend compte que s'il n'y avait pas les importations de renouvelables, ils seraient dans une posture assez fâcheuse. Donc, comment on peut expliquer ce phénomène de mauvais taux d'énergie renouvelable, même pour des régions qui avaient ça en fait comme objectif initial? On voit une raison sans doute prépondérante. C'est un problème finalement méthodologique en fait sur qu'est-ce qu'on entend par 100% énergie renouvelable.
globalement, la compréhension qui malheureusement prédomine, c'est celle qui est indiquée donc, en haut de cette slide. Pour simplifier, vous prenez d'un côté la somme des productions d'énergie renouvelable primaire, toute énergie confondue. Vous prenez de l'autre côté la somme des consommations finales de tous les secteurs de demande et vous regardez si vous arrivez à un ratio 1 entre les deux. C'est séduisant, c'est facile à calculer, on peut même dépasser 100%, c'est encore mieux. Malheureusement, le gros inconvénient de ce calcul, c'est qu'il alors déjà, il ne tient pas compte de pertes entre énergie primaire et énergie finale, mais ça, à la limite, ce n'est pas le pire. Le plus gros problème, c'est que ça ne tient pas compte des problèmes d'adéquation offre-demande par vecteur. Donc, pour donner un exemple trivial, mais on peut en trouver un paquet comme ça, on ne va pas faire rouler des voitures avec de la chaleur issue de réseau. Donc, la définition officielle, entre guillemets, qui est encadrée par une directive européenne de ce taux d'ENR, normalement, va en fait regarder au niveau de la consommation finale, quelle part de cette consommation est issue d'une façon ou d'une autre d'une production renouvelable. Et en regardant, donc ça c'est beaucoup plus complexe, puisque ça implique de modéliser vraiment l'intégralité du système énergétique, chose qui n'a pas été faite de façon systématique par les régions. Et mathématiquement, on ne peut pas consommer plus d'énergie renouvelable qu'on consomme d'énergie totale, donc on ne peut pas dépasser 100%, et atteindre le 100% en soi est déjà très difficile. Donc le schéma en bas à droite, c'est simplement pour illustrer l'absence de corrélation entre ces deux indicateurs qui sont donc calculés à chaque fois en ordonnée, c'est la première définition, en abscisse c'est la deuxième, et vous voyez que en fait il y a une tendance générale, mais globalement il n'y a pas vraiment de lien clair entre ces deux définitions. On peut avoir un peu tout type de situation. Un autre impact en fait, de cette insuffisante prise en compte de la problématique de vecteurs, c'est pas seulement sur ces histoires un peu arides de calcul de taux d'énergie renouvelable, c'est aussi sur les notions d'indépendance énergétique. Donc, encore une fois, si on raisonne toute énergie confondue sans se préoccuper des vecteurs, on obtient le graphe qui est en haut à droite, qui donc additionne tous les imports-exports sur toutes les énergies confondues. Et on voit que on part d'une situation de 2015 où ça surprendra personne, on importe beaucoup d'énergie et on peut se rassurer en se disant qu'en 2050, on atteint une situation où on est importateur, on est à zéro importation nette. Sauf que si on porte un regard vraiment plus vecteur par vecteur, on se rend compte ça masque des très forts déséquilibres. Donc ça, c'est le graphique qui est en bas, où on voit pour 6 grandes familles de vecteurs, hein, c'est évidemment simplifié, les importations-exportations nettes sur toute la période. Et on constate que d'un côté, on continue à importer fortement certains vecteurs, notamment méthane et carburant liquide, dont on peut fortement douter qu'ils vont être de nature renouvelable. Et inversement, on a un déséquilibre structurel sur un excédent d'électricité hyper important, puisque là, en gros, on voit que l'électricité part dans le négatif, ça veut dire qu'on en exporte de plus en plus. Et globalement, en 2050, on se met à produire 2 fois plus d'électricité que ce dont le territoire a besoin. Donc, on aboutit à des situations comme ça qui sont en fait peu plausibles. Donc, vous l'aurez compris, le travail qu'on a présenté ici était quand même de nature très quantitative. On a mouliné beaucoup de chiffres. Après, on voulait essayer de quand même pas s'en tenir là, puisque présenter des trajectoires et des objectifs quantifiés, c'est une chose. Après, faire en sorte que ces trajectoires soient effectives, soient suivies d'effets, c'en est quand même une autre. Donc, on a épluché une partie des SRADET pour regarder concrètement
quelles règles et mesures se trouvent dedans et à quel point elles peuvent être cohérentes ou non avec les objectifs affichés. Et donc, la conclusion un peu à la hache, hein, il faudrait un peu plus de temps pour rentrer dans les subtilités, mais c'est que globalement, les règles sont insuffisantes, pas assez précises, voire dans certains cas inexistantes. Donc là, ça remet très fortement en cause, ça met en doute la plausibilité de l'atteinte des objectifs fixés. À quelques exceptions près, bon, le transport et le résidentiel sont un petit peu mieux dotés en termes de préconisation de réduction de consommation. Mais autre constat qui est assez transversal, comme le SRADET couvre un nombre de thématiques très large, on peut relever un certain nombre d'objectifs, d'ambitions et de mesures concrètes qui, pour le coup, vont venir directement contrecarrer les efforts pour la transition énergétique. Donc concrètement, tout ce qui est développement d'infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, et puis après il y a des choses plus subtiles qui laissent des marges à l'interprétation sur l'attractivité logistique ou économique du territoire. Donc on met quand même un petit drapeau rouge là-dessus, d'être vigilant qu'il y ait quand même une cohérence d'ensemble des SRADET. Et j'en ai fini. Je vous remercie. Merci, merci Adrien. Le nombre de participants n'a pas beaucoup augmenté, ce qui n'est pas du tout le cas du nombre de questions. Alors, petite question d'abord de vocabulaire. Tu as dû utiliser le terme de PDM au sein de la présentation. Est-ce que tu peux l'expliciter, Adrien? Alors oui, effectivement, je m'étais posé la question moi-même. C'est, je crois, des plans de mobilité. Donc c'est pas dans le diagramme, je vais essayer de le remettre. C'est pas le document le plus crucial dans cette présentation. Voilà. Oui, effectivement, ouais. Mais je crois que c'est des plans de mobilité. Je ne sais pas si Zoé, tu veux compléter là-dessus. Merci. Un participant nous précise que dans un des schémas, je crois celui-ci, qui parle de la prise en compte et de la compatibilité, il y a eu une évolution des termes dans une ordonnance du 17 juin 2020. Donc pour ceux qui sont curieux, ces définitions sont à réviser à la lumière de cette nouvelle ordonnance. Il y a beaucoup de questions qui traitent de l'Île-de-France et de la Corse, un petit peu moins. Pourquoi l'Île-de-France est traitée à part? C'est une bonne question. J'ai pas moi-même la réponse. Alors eux, ils ont ce qu'ils appellent un SDRIF. Alors je sais plus. En gros, il doit y avoir l'Île-de-France dans le tas de lettres. C'est globalement quelque chose qui ressemble au SRADET dans le sens où il incorpore lui aussi le schéma régional climat air énergie de l'Île-de-France. Donc nous, on s'est appuyé sur ce document-là pour faire nos analyses, ce qui est un petit peu pénalisant, il faut le dire quand même pour cette région, puisque c'est un document ancien qui date de 2013. Enfin, le SRCE est même encore un peu plus ancien. Donc il est prévu que ce document soit revu très prochainement. Après, la raison pour laquelle ils n'ont pas la même chose que les autres régions, là-dessus, je ne saurais pas répondre. Et la Corse, je pense que c'est un petit peu comme pour les Outre-mer. Donc l'Outre-mer, je ne l'ai pas dit, ils ont un document équivalent qui s'appelle le SAR, schéma d'aménagement régional. Et la Corse a un PADUC. Bon, voilà, je vous épargne toutes les significations. Mais bon, globalement, je pense que l'idée, c'était quand même de tenir compte des spécificités de ces territoires insulaires. Voilà. Je ne sais pas si Zoé, toi, tu as des éléments là-dessus. Non, malheureusement, je n'ai pas d'éléments sur pourquoi est-ce qu'il y a un SDRIF et pas un SRADET. Mais du coup, effectivement, comme disait Adrien, en fait, au final, ça dessert un peu ces régions-là parce que du coup, elles sont hors du calendrier des autres structures. Et là, par exemple, comme le dit Adrien, le SDRIF est vieux, il date de 2013. Du coup, ils vont devoir le revoir alors que tout le monde vient de finir son SRADET. Donc, il y a effectivement, en plus, voilà, ce côté double calendrier, méthodologie différente, cadrage
un peu différents. D'accord, donc SDRIF pour schéma directeur régional d'Île-de-France. Et simplement, du coup, dans cet exercice de comparaison avec le scénario négawatt, puisque l'Île-de-France est un très gros morceau, comme c'est souligné par certains participants, comment on fait pour établir une comparaison robuste? C'est effectivement c'est là toute la difficulté. Donc c'est déjà comme je l'ai dit, il y a une partie d'hypothèse qu'on a dû faire indépendamment des questions de calendrier, parce qu'effectivement, le Île-de-France, c'est un document un peu ancien, Corse également, Pays de la Loire, comme je l'ai dit, ils n'ont pas encore publié leur SRADET, donc on s'est rabattu encore une fois sur leur document équivalent le plus récent, c'est-à-dire le SRCE, qui lui aussi est ancien. Donc, fatalement, il y a des effets à ce niveau-là. Il y a des effets aussi donc, sur les hypothèses que nous, on a dû faire pour combler les trous. Et c'est pour ça que, je l'ai mentionné, mais il est question qu'on travaille dans un second temps sur des analyses de sensibilité pour voir à quel point nos hypothèses et puis éventuellement ces effets de décalage de calendrier sont déterminants dans les résultats. Après, effectivement, Île-de-France est important en termes de consommation, mais peut-être un peu moins sur la partie renouvelable. Merci. Peut-être un point de vocabulaire, la différence entre un SRADET approuvé et un SRADET adopté. Alors, alors adopter, ouais, alors là c'est vraiment un point de ce que je comprends, Zoé, tu me corrigeras. Adopter, c'est que c'est après la phase de consultation et donc il y a une nouvelle mouture éventuellement revue à partir des consultations qui est adoptée par le conseil régional et ensuite qui est transmis au préfet et l'approbation du préfet intervient peu de temps après cette adoption. Donc en fait, c'est plus une étape administrative de ce que je comprends. Et tout à fait, pour compléter, donc adoption, approbation, c'est vraiment un détail de calendrier. Et il y a aussi, en fait, il faut rajouter dans ça les retours de l'autorité environnementale qui, du coup, font des avis sur comment est-ce que sont les SRADEF, qui, du coup, repassent. Et en fonction des retours, voilà, il faut potentiellement qu'ils soient adoptés, approuvés. Donc, il y a eu pas mal de ping-pong comme ça de retours. Merci. Il y a une question qui est ressortie de nombreuses fois. Vous avez un peu suscité la curiosité en anonymisant les résultats des régions. Donc, beaucoup de participants souhaitent connaître le nom de telle ou telle région. Peut-être vous pouvez simplement dire pourquoi vous avez anonymisé. Alors, on vend la liste des noms en fin de conférence. Non, bon, il y a des bonnes raisons à ça. La première, déjà, tient au format de la présentation qui, bon, je suis content, j'ai eu plus de temps que prévu pour m'étaler dans des explications diverses et variées, mais si je commençais à ouvrir le sujet de telle région et telle autre région, c'est assez difficile de pas monopoliser le débat sur une région bien spécifique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième, c'est que en fait, j'ai essayé un peu de l'expliquer. C'est des résultats qu'il faut pas prendre tels quels et qu'il faut être capable de contextualiser parce que chaque région a un contexte hyper spécifique, que ce soit en termes de potentiel de gisement de production d'énergie renouvelable que de diminution de ses consommations, puisqu'on a des régions qui vont être très urbanisées ou très industrialisées, etc., et d'autres moins. Donc, juste larguer le chiffre comme ça, c'est un petit peu compliqué sans toute l'explication qui va autour et on ne veut pas que voilà, ça soit mal interprété. Et peut-être dernier élément de réponse aussi, encore une fois, on le dit très honnêtement, très franchement et en toute modestie, on a dû faire un certain nombre d'hypothèses sur certaines régions qui n'ont pas en fait dit suffisamment de choses dans leur SRADET. Et du coup, avant qu'on ait fait vraiment ce travail d'analyse de sensibilité exhaustif, on ne veut pas présenter des résultats qui, pour certaines régions, sont susceptibles de varier en fonction des hypothèses qu'on a faites. Donc, on aimerait pouvoir donner des fourchettes plutôt que des chiffres précis comme ça.
Cela dit, de ce que j'ai pu voir, les conclusions générales, encore une fois, ne seront pas remises en cause. C'est plus des cas particuliers qui risquent d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Après, Merci. juste pardon, Ouais, pour compléter, on mène par ailleurs des discussions en bilatéral avec les régions qui sont intéressées, évidemment. Concernant la cohérence entre les objectifs régionaux, les objectifs nationaux, plusieurs questions. Est-ce que l'État peut intervenir sur ces SRADET et obliger les régions à être plus ambitieuses? Première question. Déjà, l'État n'a pas voulu intervenir dans la méthodologie, sans parler des ambitions. Donc, c'était pas vraiment parti dans ce sens-là. Bon, après, je pense que c'est maintenant, il y a peut-être une meilleure prise en compte de ce souci. Et pour ce qui est comme je le disais là dans la slide précédente, il me semble, oui, c'est ça. Comment effectivement est-ce que c'est à l'État, en fait, c'est une question, hein, mais est-ce que c'est à l'État de dire bon ok, telle région vous ne faites pas assez d'efforts, il faut en mettre plus. Est-ce que c'est aux régions de s'organiser collectivement? Bon, le débat est ouvert. Moi, je serais quand même plus favorable à l'idée que l'État est organisateur d'un débat. C'est-à-dire que c'est à lui de mettre autour de la table les régions pour essayer de mettre en cohérence les trajectoires individuelles avec une trajectoire nationale. Parce que, encore une fois, c'est hyper difficile de détenir la science exacte de telle région est censée faire tel effort pour qu'au global, on s'y retrouve. C'est un peu de négociation, mais c'est aussi plein de problématiques diverses, de spécificités des territoires. Et du coup, ça paraît, pour moi en tout cas, je n'ai pas de solution miracle, de formule magique pour dire, en venant d'en haut de Paris, OK, telle région, il va falloir atteindre tel objectif à 2050 et vous n'y êtes pas. Et ce constat-là, je pense qu'on peut aussi, on pourrait remplacer quasiment tout ce que je viens de dire en remplaçant national par région et région par intercommunalité. Pour l'instant, il y a certaines régions, il me semble, qui travaillent à ce niveau-là, mais on peut imaginer que la région soit également organisatrice d'un débat entre les échelons infrarégionaux, donc PCI, etc., pour voir si, pour encourager que collectivement, tous les territoires participent à l'effort global de la région. Mais peut-être que Zoé, tu veux participer, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, question très intéressante sur la place de l'État dans cette planification-là. Bon, réponse pratico-pratique, le préfet, du coup, donne son avis, donc l'État intervient à ce moment-là en théorie. Autre réponse pratique, ce dont on parlait tout à l'heure, cette autorité environnementale qui, du coup, est une institution indépendante dont l'avis n'est pas contraignant, mais en fait, se faire afficher par l'autorité environnementale, ça force en fait les régions à quand même revoir leur feuille de route. Donc, sur, je dirais, la rehausse de l'ambition, oui, il y a eu des élèves courts, oui, il y a certaines régions qui ont revu leur feuille de route. Mais après, je rejoins entièrement Adrien sur le fait qu'aujourd'hui, on est absolument incapable. Enfin, voilà, c'est quand même vraiment interloquant de savoir qu'on n'est pas capable de faire la combinaison des SRADET et de voir si c'est cohérent avec les objectifs nationaux. Enfin, de toute façon, a priori, pas cohérent. On n'est pas capable non plus de faire ce travail-là sur d'autres documents de planification comme les BCAET. Bon, aujourd'hui, voilà, l'État ne sait pas. Voilà, il y a quand même un problème de suivi, de cadrage et de vision globale sur où on va dans cette planification-là. Alors après, voilà, ça ouvre un débat. Est-ce que c'est au rôle de l'État ou pas? Est-ce que voilà, mais effectivement, l'État n'a pas de droit de regard sur les SRADET. D'accord. Et du coup, peut-être à la lumière de votre travail, est-ce qu'il y a une rétroaction qui est pensée sur les SRADET par rapport à la somme de la scénarisation, mais plus largement à l'atteinte des objectifs nationaux et notamment à l'atteinte des objectifs de la SNBC? Alors,
je ne sais pas si ça va bien répondre à la question, mais ça me fait penser au dernier rapport du Haut Conseil pour le climat, là, qui a été publié au milieu de cette année, qui est très intéressant et qui a tout un chapitre sur le rôle des régions. Et justement, il suggère que ça soit pas seulement descendant, c'est-à-dire que l'État s'assure d'une façon ou d'une autre que les régions correspondent bien à ce que lui a défini au niveau national, mais qu'il y ait également un mouvement inverse, c'est-à-dire que les politiques nationales s'inspirent également, donc que ce soit la stratégie nationale bas carbone ou même la PPE, qu'ils essayent un peu plus de s'inspirer du retour des différentes régions pour éventuellement adapter leur politique, leur trajectoire. Et ça, donc, en tout cas, donc c'est une préconisation du Haut Conseil pour le climat. Bon, ils avaient l'air de dire que la SNBC envisageait ce type de dialogue. Après, voilà, entre ça et le fait que ça se passe réellement, en tout cas, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je suis moi-même très frustré parce que j'aimerais vous poser d'autres questions qui sont très intéressantes, mais pour tenir le délai, on va redonner la parole à Zoé pour la suite. Alors, merci beaucoup. Il y aura un dernier temps d'échange à la fin, donc on pourra en reparler si ça vous intéresse. Du coup, Adrien vous a présenté donc, le travail réalisé par l'Institut Négawatt. Moi, je vais vous présenter un autre travail qui n'est pas encore sorti, qu'on a réalisé au sein du réseau Action Climat, avec un comité de pilotage élargi à 2 structures, dont notamment Négawatt. Et du coup, slide suivante, on est parti du constat qu'aujourd'hui, en fait, il y a très peu d'informations sur comment fonctionnent les régions, comment est-ce que, en tant que citoyen, je peux savoir ce qu'est une politique régionale. Donc, on est vraiment parti de ce constat qu'en fait, les SRADET, ce sont des documents cadres, des documents fondamentaux, mais qu'il y avait assez peu d'outils grand public et accessibles pour comprendre cette politique-là et voir où elle en est, faire le suivi, avoir du coup cette question de la transparence-là. Il y a des observateurs régionaux qui font ce travail-là, mais du coup, l'idée, c'était vraiment de se dire il faut qu'on améliore le niveau global d'information des citoyens et des acteurs de la société civile et faire ce travail un petit peu de reporting, de transparence. Du coup, pour dire à chacune des régions, voilà les objectifs que vous vous êtes fixés en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et année après année, dire où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes hors des clous ou pas. Du coup, j'ai parlé tout à l'heure dans la première partie de l'Observatoire climat-énergie, enfin, je l'ai mentionné sans vraiment le mentionner, qui existe, qui est un observatoire déjà réalisé par le réseau Action Climat, qui, lui, fait le suivi de cette fameuse SNBC et PPE. Donc, l'idée, c'est vraiment de territorialiser cet outil pour les régions et de l'appliquer au SRADET. Slide suivante. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que tout le monde peut avoir accès à la question de où en sont les régions dans la transition énergétique. Et du coup, on va reprendre un petit peu cette idée de l'Observatoire climat-énergie national pour montrer par région les différents objectifs que sont fixés dans le SRADET et année après année où elle en est, avec du coup les écarts aux objectifs. Les 3 secteurs qu'on va analyser, on ne va pas faire tout le SRADET parce qu'il y a plein d'objectifs dans le SRADET, y compris des questions d'aménagement, de gestion des déchets, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est 1, les émissions de gaz à effet de serre par secteur, 2, la consommation énergétique par secteur quand c'est disponible, puisque comme le disait Adrien, des fois il y a des régions qui n'ont pas ces informations-là, et 3, la production d'énergie renouvelable, et si on a la part d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Donc, c'est vraiment nous, ces 3 volets-là qu'on va essayer de décliner dans cet observatoire. Là, on n'a pas encore fini de faire tout le traitement des données, etc. Mais d'ores et déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on réappuie ce qu'Adrien dit, il y a une diversité des SRADET qui n'ont pas du coup les mêmes objectifs. Comme je disais, certains ont des objectifs par secteur, d'autres non. Et du coup, on a une diversité de méthodologies, mais on a aussi un manque d'ambition en parallèle, avec des SRADET qui ne courent pour certains que jusqu'à 2030, alors qu'ils devraient, sur certains objectifs, courir jusqu'à 2050, avec des phases, pas d'objectifs par vecteur, pas d'objectifs par secteur. Donc là, c'est vraiment une analyse très globale qui rejoint le constat réalisé par Adrien en long, en large, en travers dans sa présentation.
précédente étude. Cet observatoire, il devrait sortir en novembre, dans un mois et demi, et on fera une communication à ce moment-là pour signaler la sortie de l'observatoire. Mais du coup, ce sera vraiment un outil sur le temps long pour faire le suivi des politiques régionales. Diapositive suivante. Donc là, je vais faire un temps de conclusion et après, s'il nous reste 5 minutes, on pourra encore avoir des échanges. Juste pour là resynthétiser, on a donc vu, on a parlé des SRADET, on a parlé des compétences énergie climat des régions. Je voulais vous reparler un petit peu du calendrier des différentes dates à venir qui sont des dates un peu essentielles. Décembre 2020, donc c'est bientôt, hein, on va avoir le projet de loi 3D a priori, donc c'est un projet de loi qui va avoir pour rôle de plus de déconcentration, des compétences climat-énergie vers les régions. Donc c'est un projet de loi voilà, qui est en cours actuellement. Et on va avoir les derniers SRADET, le Pays de Loire, a priori, va sortir son SRADET, donc on sera du coup vraiment sur la fin de ce volet-là. Je redis rapidement, mars 2021, des élections régionales, des élections départementales. Là, pour nous, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est de faire monter la question climatique. On le redira jamais assez, les régions sont chefs de file de la transition. Donc, vraiment faire monter cet enjeu pour toucher à la fois, premièrement, les candidats et les candidates. Là, on a un objectif, on est dans une urgence climatique telle que le prochain mandat pour les régionales, en fait, il doit être ambitieux parce que sinon, on va droit dans le mur. Donc, il n'y a juste pas le choix. Donc, il y a vraiment un enjeu pour faire en sorte que les candidats et les candidates prennent leurs responsabilités et prennent des engagements suffisants. Donc, vraiment, les cibles candidats. Il y a aussi une cible auprès des électeurs et des électrices pour qu'ils comprennent cet enjeu que sont les régionales, pour qu'ils comprennent l'importance pour la transition d'aller se mobiliser potentiellement dans les urnes. Et aussi faire monter en compétence les médias sur ces questions-là, parce qu'effectivement, comme on disait, les régions, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à toutes et à tous. Et surtout, il y a un enjeu, comme je disais tout à l'heure, de préfiguration des présidentielles en 2022. Le projet de la Convention citoyenne pour le climat, pareil, un dossier à suivre qui va être en lien avec les régions. Et aussi la prochaine programmation européenne. Donc, comme je disais, les régions sont l'autorité de gestion de certains fonds européens, dont le FEDER et le FEADER. Et en fait, là, on finalise une enveloppe. Donc, ils ont utilisé de 2014 à 2020, ils avaient un montant à gérer. Et là, il y a une nouvelle enveloppe qui arrive de 2021-2027. Donc, il faudra aussi faire ce suivi-là. Voilà, François, je te repasse la parole pour les derniers temps de questions et échanges, s'il y en a. Merci Zoé. Une question sur le lien avec les observatoires régionaux portés par les agences régionales de l'environnement, rares. Est-ce que vous faites un lien avec ces observatoires? Alors effectivement, on fait plus qu'un lien, hein, même, puisque le RAR et ATMO, donc les ASCA, c'est plein d'acronymes, mais sont dans le comité de pilotage. Toutes les données proviennent uniquement des observatoires régionaux avec leur accord. On est vraiment sur des choses assez complémentaires, puisque du coup, on se renvoie la balle vers les différents liens, et, enfin, vers les différents outils qui existent. Nous, on est vraiment sur quelque chose de très simple, très... voilà, comme je disais, on couvre que 3 données, hein, enfin 3 secteurs, les gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et les ENR. Donc oui, on est étroitement en lien avec les observatoires. Et si juste, je peux peut-être aussi ajouter du coup, parce qu'en fait, il y a une bonne partie des problèmes de méthodologie dont on a amplement parlé, qui concernent en partie la comptabilité régionale et donc ces organismes régionaux de suivi des émissions et consommation d'énergie. Et donc, je tenais juste à dire que quand même, ce message commence à être entendu, le problème d'uniformisation, puisqu'ils sont en train de travailler de façon assez sérieuse maintenant pour uniformiser leurs pratiques. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Merci. Je fais un petit retour sur la partie plus spécifique sur les SRADET et sur l'action des régions. Les régions apportent un certain nombre d'aides ou de subventions, notamment dans le cadre, par exemple, de la rénovation énergétique. Alors, ça a suscité 2 questions. Premièrement, comment on peut convaincre les régions de mettre plus
pour cette rénovation énergétique, que ce soit les habitations ou les bâtiments des collectivités. Et deuxièmement, est-ce que ce qui est mis en œuvre est suffisant en termes d'aide et de montants financiers, donc en termes d'action, notamment par rapport aux objectifs que vous avez pu présenter dans les SRADET. Et troisième volet de cette question, est-ce qu'il est prévu un suivi de l'efficacité des actions que vont mener les régions dans le temps? Je me propose de répondre sur le volet convaincre. Peut-être, Adrien, tu pourras embrayer sur la suite. Alors, convaincre, plein d'arguments. Premier argument sur la nécessité de la rénovation, troisième secteur émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a un enjeu vraiment climat, purement climat. Deuxième argument, c'est une question de justice sociale. On est vraiment sur un enjeu qui croise transition écologique et transition sociale, puisque, comme je le disais, les questions de rénovation, c'est des questions de précarité énergétique, de besoins financiers, etc. Je vois que le temps tourne, donc dernier argument, un argument d'emploi. Clairement, c'est une des filières qui a vocation à se structurer sur le temps long, à être vraiment créatrice d'emplois stables, qualifiés, rémunérés, à haute valeur ajoutée. Donc, on a vraiment ces trois arguments-là. Adrien, je te laisse quelques secondes pour compléter si tu veux. Juste avant ça, François, est-ce qu'on peut dépasser un petit peu ou... De mon côté, tout à fait. Alors, est-ce que par contre, tu peux me répéter la question? Bien saisi oui, donc la question qui se dessine derrière, c'est est-ce que les actions qui sont menées par les régions ou plus spécifiquement, par exemple, les subventions ou les aides qui vont à la rénovation énergétique, mais on peut étendre à toutes les actions des régions, est-ce qu'elles sont à la hauteur des trajectoires qui sont données et comment on peut le savoir, surtout? Ouais, là-dessus, je pense que je ne serais pas trop en mesure de répondre. Je pense qu'il faudrait demander à mes collègues de Doremi ou Planissimo, mais peut-être que toi, à titre personnel, François, comme tu as fait l'analyse des mesures et des règles justement pour voir si ce qui est proposé en termes d'innovation semble suffisant, est-ce que tu pourrais éventuellement apporter un élément de réponse là-dessus? Oui, je peux apporter un éclairage. Je ne vais pas pouvoir répondre à la question de est-ce que les montants engagés sont suffisants. Par contre, ce qu'on voit clairement apparaître dans les SRADET, c'est qu'en termes de maîtrise de la demande de l'énergie, les actions qui sont mises en avant sont très inégales selon les domaines. Les SRADET devant traiter des questions de transport, des questions de logement, on trouve un certain nombre d'actions qui peuvent penser que des choses vont se passer, mais qui ne semblent pas être à la hauteur en lien avec les expérimentations que tu as citées, qu'on voit sur le terrain. Et par contre, il y a des secteurs qui semblent complètement oubliés, notamment je pense au secteur industriel. Et ça, du coup, ça laisse présager que non, les actions ne vont pas du tout être à la hauteur des objectifs que se donnent les régions. Peut-être, je ne sais pas, peut-être c'est sur un volet peut-être plus global encore, mais qui est la question du plan de relance qui a du coup donné actuellement beaucoup de moyens, enfin des moyens supplémentaires en tout cas pour la rénovation, disons-le. Nous, en tout cas, au sein du réseau Action Climat, on reconnaît que du coup, cette augmentation de la rénovation, elle est bienvenue, mais en fait, elle reste encore en deçà des moyens estimés pour une rénovation performante. Et là, du coup, on parle de bâtiments basse consommation. C'est-à-dire que nous, notre analyse au sein du réseau Action Climat, les financements actuels déjà sur la table, les investissements prévus pour la rénovation, c'est bien, c'est un bon pas, mais en fait, ça ne va pas suffisamment loin. L'initiative Rénovons estime à 3,2 milliards d'euros chaque année d'ici à 2040 les besoins nécessaires pour la rénovation. Merci Zoé. Donc ce webinaire touche à sa fin avec 4-5 minutes de retard. Nous avons enregistré énormément de questions et nous n'avons pas pu malheureusement toutes les traiter. On a essayé de faire quelques réponses en direct également par écrit. N'hésitez pas à nous adresser vos questions à contact@negawatt.org. On essaiera de vous apporter une réponse dans les meilleurs délais. Merci de votre participation. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire aux autres webinaires qui sont programmés
pour cette fin de semaine via le site de l'association également. Nous espérons que ce webinaire vous a intéressé. Pour notre part, nous sommes ravis d'avoir pu partager ce temps et ces connaissances avec vous. Au plaisir de vous compter bientôt parmi nos adhérents. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.